Je m'appelle Chantal Questelot, je suis historienne. Je travaille en fait dans un centre de recherche qui est le Centre d'études Guerre et Société contemporaine, qui est une institution qui a été créée à la fin des années 60, en 1969, et qui aujourd'hui fait partie des archives de l'État. Alors à l'origine, c'est une institution qui s'est essentiellement focalisée sur l'étude de la Seconde Guerre mondiale, et puis au fil du temps, on a petit à petit réalisé que pour comprendre la spécificité de cette Deuxième Guerre, il fallait l'inscrire dans une perspective plus large, et donc on a étendu le champ chronologique. Et donc aujourd'hui, on étudie grosso modo ce qu'Hobsbawm a appelé le court XXe siècle, en intégrant la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, et puis avec un focus de plus en plus qui est amené à se développer dans les années qui viennent sur la guerre froide, dont on entre petit à petit aussi dans un processus commémoratif. On s'intéresse maintenant beaucoup aux Belges partis combattre en Corée, donc ça ouvre tout un nouveau champ de recherche. Je travaille là depuis ce qu'on appelle en Belgique les années 90, qu'on appelle en France les années 90. Et je m'occupe aujourd'hui du secteur histoire publique. Et pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. Et donc, on a aussi développé dans cette optique, depuis 2017, un site Internet qui s'appelle Belgium World War II. Et notre objectif, c'est véritablement de transmettre des recherches académiques vers un grand public avec un outil que le grand public utilise de plus en plus, qui est un outil en ligne avec des textes courts, des textes illustrés, mais écrits par des auteurs patentés. Donc, notre objectif, c'est véritablement de donner de l'information qui soit fiable et accessible à tous. Alors, on a développé ce site en 3 langues, puisque la Belgique est un pays avec 3 langues, le français, le néerlandais et dans une moindre mesure, l'allemand. Là aussi, cette idée de transmettre vers un plus grand public, elle a aussi guidé une partie de mes recherches, et j'ai beaucoup travaillé avec la photo, en me disant, mais la photo, c'est quelque chose qui intéresse tout le monde aujourd'hui. Et mon questionnement, ça a été un peu de voir dans quelle mesure, en utilisant cette ressource photographique, est-ce qu'on peut écrire une histoire des guerres mondiales. Et donc, j'ai commencé par la Deuxième Guerre, qui était celle sur laquelle le corpus photographique était le plus riche et le plus accessible. Qu'est-ce que nous donnait une histoire visuelle de la Belgique pendant la Seconde Guerre mondiale? Et donc, on a lancé une série d'ouvrages intitulés Ville en guerre avec d'autres collègues, et où on s'est intéressé effectivement à cette représentation photographique des villes confrontées aux 2 guerres mondiales. Le dernier ouvrage en date a porté sur la période de la Libération, et ça nous paraissait une période aussi très importante, parce que pendant l'occupation, l'image a été monopolisée par l'occupant. Donc, on a surtout vu des images de propagande, des images d'Allemands, des images de la collaboration. Qu'est-ce qu'il en est à la Libération? Comment est-ce que les Alliés vont essayer un petit peu de suppléer ce rôle-là? Qu'est-ce qu'on va avoir comme mémoire photographique? On a tous en mémoire des images emblématiques, des villes libérées. Qu'est-ce que ça donne sur le plan de la photo? Un autre aspect de mes recherches, c'est la question de l'espace public. Dans quelle mesure est-ce que l'espace public est aussi un peu un livre d'histoire à ciel ouvert? Et je me suis particulièrement intéressée à la question des noms de rues. Que nous disent les noms de rues sur la manière dont des choix ont été effectués par les autorités locales? Et là aussi, je me suis intéressée, je dirais, à toutes les strates historiques qui ont pu être utilisées pour les noms de rue, qu'il s'agisse du passé glorieux de la Belgique, y compris la Belgique avant la Belgique, la Première Guerre mondiale, bien sûr, qui est une abondante ressource en matière odonymique, mais aussi la Deuxième Guerre mondiale, et plus récemment, dans, je dirais, ce qui est un débat qui aujourd'hui agite beaucoup de sociétés européennes, mais aussi nord-américaines, le poids de la colonisation. Et dans quel... Ce qui est intéressant dans le débat, je dirais le débat aujourd'hui, c'est à la fois un débat international et national. Donc, il a à la fois rejailli à travers des documentaires qui ont été diffusés sur les ondes des télévisions nationales sur le rôle controversé de Léopold II dans l'entreprise coloniale. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a aussi rebondi à l'occasion de
débat, de transfert de débat nord-américain. Hein. Je pense par exemple aux événements de Charlottesville en 2017, je pense à la mort de George Floyd en 2020. Donc, à chaque fois que ces événements ont eu lieu, il y a eu, je dirais, une explosion liée à des groupes militants, des groupes actifs qui plaident pour une décolonisation de l'espace public. Alors, on est à un moment charnière parce que ce moment, je dirais, ce questionnement n'est pas seulement le fruit de ces groupes d'activistes, mais il est aussi entendu au niveau des instances publiques. Et donc, ça signifie qu'une série de municipalités belges ont mis en place des groupes de réflexion sur quels sont les lieux qui sont sujets à controverse, comment est-ce qu'on peut soit déplacer des statuts, soit les recontextualiser. Qu'en est-il de nos noms de rue? Est-ce qu'il faut les changer? Est-ce qu'il faut les mettre en contexte? Est-ce qu'il faut expliquer pourquoi des choix ont été faits? Donc aujourd'hui, le débat, il est, je dirais, à la fois très vif, mais en même temps, il est encadré politiquement. Et donc, par exemple, à Bruxelles, il y a un groupe de travail qui a été mis en place par le gouvernement régional et ce groupe de travail est amené à rendre des conclusions de manière incessante. Et donc, je dirais que pour l'instant, on est un petit peu dans une attente. Et il s'agit à la fois de recontextualiser. Je crois qu'on n'est pas dans une logique de déboulonner les statuts. Jusqu'à présent, bon, il y a eu quelques cas en Belgique, mais malgré tout, je dirais le débat reste assez apaisé par rapport à ce qu'on a pu voir dans d'autres contextes. Mais évidemment, je dirais la personnalité qui concentre le plus les critiques, c'est la figure du roi Léopold II, qui est omniprésent dans l'espace public et qui aujourd'hui, en quelque sorte, concentre tout l'héritage de ce passé colonial. Et c'est d'autre part la question de l'absence, parce qu'au fond, on se rend compte que les colonisés, des acteurs importants du débat congolais comme Patrice Lumumba sont quasiment absents de l'espace public. À Bruxelles, il y a juste un petit square Patrice Lumumba qui a été inauguré en 2018. En soi, l'élément est important, mais en même temps, je dirais que c'est une entrée par la petite porte dans la mesure où il s'agit d'un petit square sur lequel personne n'habite. Donc, ce sont des attributions odonymiques qui sont faciles, entre guillemets. Et là, on rejoint un peu d'autres débats, et c'est pour ça que cette question-là a commencé à m'intéresser, parce qu'à travers la Deuxième Guerre mondiale aussi, on a une série de catégories de victimes qui sont complètement absentes de l'espace toponymique, qu'il s'agisse des victimes des persécutions raciales, des victimes de bombardements, d'un certain nombre de résistants. Ce sont aussi, je dirais, des angles morts de l'espace public. Et donc, on a un petit peu le même type de débat, le même type de demande sociale, mais quand même ici, je dirais, avec un élément supplémentaire qui est la perception par les groupes qui sont porteurs de cette demande d'être toujours victimes de discrimination. Donc, non seulement on a un espace public qui ne les tient pas en compte, mais on a aussi un espace économique, un espace culturel qui ne leur offre pas les mêmes possibilités d'ascension sociale. Donc, il y a, je dirais, une double blessure, une double frustration, et qui explique que parfois, elle peut prendre des formes beaucoup plus radicales. Je dirais à la fois la Belgique et les États-Unis sont des sociétés quand même profondément différentes. D'un autre côté, ce sont deux pays relativement récents qui sont nés dans des contextes particuliers. D'un côté, des États qui échappent à une emprise coloniale. D'un autre côté, un État qui s'émancipe d'une structure dans laquelle il se sentait également opprimé. Et ce qui me semble, moi, particulièrement intéressant, c'est de comparer, dans la mesure du possible, le chemin d'une part d'États confédérés qui vont créer un État fédéral, alors que dans le contexte belge, on a un État qui se définit comme profondément unitaire en 1830 et qui aujourd'hui est en train de prendre le chemin du fédéralisme, voire du confédéralisme. Et donc, quels sont les défis respectifs, hein? Comment, d'une part, construit-on un État et comment, d'autre part, le réaménage-t-on? Et je leur montre combien c'est un processus extrêmement complexe qu'est la déconstruction de cet État. Alors, ce que j'essaie aussi, c'est de montrer quels sont les défis auxquels est confronté un État dès lors qu'il se consolide, quels sont les défis économiques, quels sont les défis politiques, quels sont les défis auxquels ils vont être confrontés à travers des expériences de guerre mondiale.
quelle est dans le contexte belge la difficulté d'un État qui va s'articuler autour d'abord d'une langue dominante, et ça c'est quelque chose aussi que les étudiants américains peuvent bien comprendre puisqu'ils vivent dans un État où la langue est la langue dominante, je dirais, sur le plan international, et comment ça se passe quand on voit émerger des langues concurrentes. Et aux États-Unis, on a aujourd'hui l'espagnol qui peut être une langue concurrente, et en Belgique, on va avoir progressivement le néerlandais qui va s'affirmer comme véritablement la deuxième langue. Et à travers la langue, c'est à la fois l'aspect culturel, l'aspect économique, l'aspect politique, hein, parce que la langue est véritablement un instrument. Et donc, ces défis-là, je crois que c'est des défis auxquels on peut s'intéresser, quel que soit le contexte, que je leur dis toujours, probablement dans votre vie, peut-être vous ne reviendrez plus jamais en Belgique, vous oublierez tout, je dirais, de l'aspect factuel, mais moi, ce qui me semble intéressant, c'est de se poser la question, en tant que citoyen, quels sont les défis auxquels je suis confrontée? Et aujourd'hui, à travers le cas de Bruxelles, les défis, par exemple, de vivre dans une société multiculturelle, hein, Bruxelles est une ville extrêmement multiculturelle, avec plus de 200 nationalités qui se côtoient. Quels sont les défis auxquels ça nous confronte en tant que citoyens? Qu'est-ce que la participation politique? Et ça, je crois que c'est des questions universelles, que l'on soit aux États-Unis ou que l'on soit en Belgique. Et donc, c'est ça que j'espère qu'ils emportent avec eux lorsqu'ils rentrent aux États-Unis. C'est extrêmement enrichissant. Moi, je me rends compte, donc je fais partie de l'équipe d'IFE depuis 2012, donc depuis qu'elle s'est implantée en Belgique. Alors, ce qui a aussi été un énorme enrichissement, c'est de voir petit à petit le profil des étudiants évoluer. C'est-à-dire que les premiers groupes, c'était au fond des groupes de Parisiens déçus, c'est-à-dire des gens qui avaient opté en premier ressort pour Paris et puis qui ont été réorientés vers Bruxelles. Et puis, au fur et à mesure, on a vu de plus en plus d'étudiants qui choisissaient d'emblée Bruxelles. Donc déjà, ce choix positif était extrêmement intéressant pour moi, intéressant pour nous. Et je crois que d'avoir vu cette diversité de profils aussi. On a à la fois des étudiants qui viennent plus classiquement de sciences politiques, de sciences littéraires, mais aussi parfois avec un background qui est un background beaucoup plus apparenté aux disciplines de sciences exactes, voire de sciences religieuses. Donc, je dirais que pour nous, ça, c'est quelque chose d'intéressant. Et ce qui était assez fou, c'est de se dire qu'au fond, on allait leur donner 18 heures d'histoire de Belgique et que probablement ils allaient en savoir plus au final que pas mal d'étudiants en Belgique. Et souvent, ils me disaient, quand on rencontre des étudiants belges, on se rend compte que notre connaissance, elle est quelque part plus affinée. Ce qui est aussi intéressant, c'est de voir leur questionnement. On est parfois déstabilisé par des questions qu'ils nous posent et qui nous amènent au fil du temps à reconsidérer un certain nombre de choses que l'on considère comme des acquis, des évidences, et qui, à travers leur regard, nous dit, non, attention, pour nous, c'est quelque chose qui nous pose question. Alors, il y a eu cette chouette surprise cet été d'une ancienne étudiante qui m'a recontactée et qui aujourd'hui a choisi d'entamer une thèse de doctorat qui est liée à l'histoire de Belgique et donc qui souhaite venir ici pour un séjour prolongé. Mais je me suis dit, ça c'est vraiment, je dirais, une espèce de cadeau de se dire, quelqu'un qui est venu ici pendant 6 mois, aujourd'hui est suffisamment intéressé par la société belge que pour y consacrer une thèse de doctorat et par un angle qui aujourd'hui est évidemment un angle qui interpelle, qui est celui de l'histoire coloniale et de sa représentation visuelle, puisqu'elle a choisi de travailler sur le contexte de la bande dessinée. Et ça aussi, je crois que c'est un des aspects intéressants de ce séjour des étudiants, c'est la possibilité qu'on a d'aller avec eux visiter un certain nombre de lieux. Et de plus en plus, j'essaye d'aller avec eux dans différents musées. On va depuis longtemps au musée Bellevue, qui est le musée d'histoire de Belgique, qui est l'occasion un petit peu, je dirais, on essaye de le faire en fin de parcours. On va voir comment ça se décline dans un espace muséal, mais on va aussi maintenant voir le musée d'Afrique centrale, qui a été réouvert en 2017. Et à travers cette expérience-là, c'est toute la question, comment peut-on décoloniser un musée qui a été profondément conçu comme un musée colonial. Et donc, c'est là aussi l'occasion d'avoir une discussion et ça renvoie aussi à des débats nord-américains.